Donald Trump s'apprête à prendre la parole devant la nation américaine pour la première fois depuis le début de la guerre. 33 jours de bombes, de missiles, de morts. Et ce soir, le président des États-Unis va promettre d'en rajouter. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer la trajectoire de ce conflit. Pas parce que Trump a annoncé une victoire, pas parce qu'il a proposé la paix, mais parce qu'il a fait les deux en même temps et que personne ne sait plus ce qu'il veut vraiment. Revenons au début de cette journée pour comprendre où en est cette guerre. Parce qu'avant même que Trump n'ouvre la bouche, la journée du 2 avril avait déjà été l'une des plus intenses depuis le 28 février, date à laquelle les États-Unis et Israël ont lancé l'opération qu'ils ont baptisée, avec une certaine emphase, fureur épique. Dès l'aube, des explosions puissantes ont retenti à Téhéran. Un journaliste de l'agence France Presse présent sur place les a décrites comme suffisamment violentes pour faire vibrer les bâtiments. Des détonations ont été ressenties dans le centre de la capitale iranienne. Des médias locaux, dont le quotidien Shargh, ont signalé des explosions dans les quartiers ouest et est de la ville simultanément. L'agence Tasnim a précisé qu'une sous-station d'une centrale énergétique avait été directement frappée. Et comme un symbole de la brutalité croissante de ce conflit, un site d'une portée symbolique et sanitaire exceptionnelle a été touché. L'Institut Pasteur d'Iran, à Téhéran. Un établissement centenaire, pilier de la santé publique mondiale, membre de l'International Pasteur Network. Son porte-parole a déclaré que les bâtiments étaient fortement endommagés, certaines parties réduites à des tas de ruines. Le ministère de la Santé iranien a dénoncé ce qu'il a appelé une attaque directe contre la sécurité sanitaire internationale. Tsahal, de son côté, a revendiqué dans la matinée avoir frappé une base des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi qu'un poste de commandement mobile où se trouvaient, selon l'armée israélienne, des commandants du régime. Et comme pour souligner l'ampleur géographique de la campagne, Tsahal a également annoncé avoir frappé un site de stockage de missiles balistiques à Tabriz, une ville située dans le nord-ouest de l'Iran, à des centaines de kilomètres de Téhéran. L'objectif déclaré ? Dégrader l'arsenal de missiles du régime. Mais ce n'est pas tout. À Machhad, dans le nord-est de l'Iran, un incendie s'est déclenché près de l'aéroport après qu'un réservoir de carburant a été touché par un projectile. À Ispahan, dans le centre du pays, un responsable de la sécurité provinciale, Akbar Salehi, a confirmé à l'agence Fars que des sites militaires avaient été visés. Et à Karaj, ville limitrophe à l'ouest de Téhéran, un pont a été frappé à 2 reprises en l'espace d'1 heure. La première frappe a fait 2 morts, selon la télévision d'État iranienne. La deuxième a eu lieu alors que les secours étaient encore sur place, pour porter assistance aux victimes de la première. Selon le vice-gouverneur de la province d'Alborz, Godratollah Seif, le bilan final de cette attaque s'est alourdi à 8 civils tués et 95 blessés. Donald Trump, lui, a réagi depuis Truth Social en applaudissant la destruction de ce pont, qu'il a qualifié de plus grand pont en Iran, et en appelant Téhéran à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Voilà comment commence le 33e jour de cette guerre, avec des civils morts, sous les décombres d'un pont. Et le président américain qui s'en félicite publiquement. La réponse iranienne n'a pas tardé. Dans la nuit du 1er au 2 avril, des missiles iraniens ont été identifiés en direction du territoire israélien. La 4e salve en 6 heures, selon l'armée israélienne. Les sirènes ont retenti dans tout le nord d'Israël. Des explosions ont été entendues dans le ciel de Jérusalem par notre correspondant sur place, après l'activation des systèmes antimissiles. Selon les médias israéliens, 4 personnes ont été légèrement blessées. Les dégâts observés sur une zone particulièrement étendue résulteraient, encore une fois, de l'utilisation de munitions à fragmentation, des armes qui explosent en vol et dispersent des sous-munitions sur un large périmètre, une technologie de destruction massive à usage territorial que les deux camps s'accusent mutuellement d'utiliser. Et pendant ce temps, depuis le Yémen, les rebelles houthistes ont revendiqué leur 4e attaque contre Israël depuis le début du conflit, affirmant avoir envoyé une salve de missiles balistiques sur des objectifs vitaux dans la région de Jaffa, en coopération avec l'Iran et le Hezbollah. Un missile yéménite a également été détecté et annoncé par l'armée israélienne en fin de journée. Sur le front libanais, la situation est tout aussi grave. L'armée israélienne a revendiqué avoir tué plus de 40 terroristes du Hezbollah au cours des 24 heures précédentes et frappé des dizaines d'infrastructures du mouvement dans le sud du Liban. Une frappe près de Tyr, dans la localité d'Ormadieh, a tué au moins 4 personnes et blessé 3 autres, selon l'Agence nationale de l'information libanaise. À Kfarser, un raid à l'aube a détruit un bâtiment de 2 étages et tué au moins 3 personnes. À Zipkin, une frappe a tué un membre du conseil municipal, son frère et sa mère. À Tyr, les images sont insoutenables. Des fosses communes, des tombes numérotées provisoires. La ville de Tyr devient, jour après jour, un symbole de la catastrophe humaine qui se déroule au Liban. Le bilan humain global commence à prendre une dimension qui dépasse l'entendement. Selon l'ONG américaine Human Rights Activists News Agency, au 31 mars, l'Iran comptait au moins 3519 morts, dont 1598 civils, parmi lesquels au moins 244 enfants.
1212 militaires et 709 personnes au statut non précisé. Au Liban, le ministère de la Santé libanais recense au moins 1318 morts depuis le début du conflit, dont 125 enfants. En Israël, 19 civils ont été tués depuis le 28 février, dont 14 Israéliens, une auxiliaire de vie philippine et un ressortissant thaïlandais, tués lors de tirs de missiles iraniens. 2 autres ont été tués par des roquettes venant du Liban. Un civil israélien a même été tué par des tirs de sa propre armée près de la frontière libanaise. Ce sont les chiffres officiels. La réalité sur le terrain est presque certainement plus sombre. Et au milieu de tout cela, une nouvelle d'une portée symbolique et humaine considérable. La célèbre avocate iranienne, Nasrin Sotoudeh, a été arrêtée mercredi soir à son domicile. Sa fille, Meraveh Kandan, elle-même militante des droits humains, a annoncé l'information sur Instagram. Il y a quelques minutes, nous avons appris que maman avait été arrêtée la nuit dernière, pendant qu'elle était seule à la maison, a-t-elle écrit. Les ordinateurs portables et téléphones appartenant à Nasrin Sotoudeh et à son époux ont été confisqués. Son mari, Reza Kandan, est en prison depuis décembre 2024. Nasrin Sotoudeh est lauréate du prix Sakharov 2012 du Parlement européen. Elle a été arrêtée plusieurs fois par le régime iranien. Sa dernière arrestation, en octobre 2023, avait eu lieu alors qu'elle assistait à l'enterrement d'Armita Garawand, une jeune femme de 17 ans morte dans des circonstances controversées. Ce nouveau coup porté à l'opposition iranienne survient dans un contexte où les menaces en ligne visant la population iranienne et les membres de la diaspora ont bondi de près de 170% entre juillet 2025 et mars 2026, selon l'association de défense des droits humains Mi'ahan. Le gouvernement iranien impose par ailleurs une coupure d'Internet sans précédent dans le pays depuis janvier. Et les exécutions continuent. Ce matin, un homme nommé Amir Hossein Hatami a été pendu pour avoir, selon le pouvoir judiciaire iranien, mené des actions pour le compte d'Israël et des États-Unis lors des manifestations de janvier. C'est dans ce contexte, un pays meurtri sous les bombes, dont la répression intérieure s'intensifie, que Donald Trump a pris la parole devant la nation américaine à 3 heures du matin, heure de Paris, depuis la Maison-Blanche. Et son discours a tout changé, ou plutôt, il a tout brouillé. Trump a commencé par rappeler les objectifs de l'opération Fureur épique, lancé le 28 février. Il s'est félicité. La marine iranienne a disparu. Son armée de l'air est anéantie. Ses dirigeants, pour la plupart membres du régime terroriste qu'il dirigeait, sont morts. Le commandement et le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique sont décimés en ce moment même. Sa capacité à lancer des missiles et des drones est considérablement réduite, et ses usines d'armement et ses lance-roquettes sont réduites en miettes. Des affirmations en partie corroborées par l'amiral Brad Cooper, chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, qui a déclaré ce même jour sur X. Nous ne voyons pas leur marine naviguer. Nous ne voyons pas leurs avions voler et leurs systèmes de défense aérienne et antimissiles ont été en grande partie détruits. Mais Trump ne s'en est pas tenu à la victoire. Il a basculé vers la menace. Une menace d'une brutalité verbale rarement entendue dans un discours officiel à la nation. Dans un délai très court, au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, nous allons les frapper avec une extrême violence. Nous allons les renvoyer à l'âge de pierre, là où est leur place. Il a ensuite précisé, si aucun accord n'est conclu, nous frapperons très durement, et probablement de manière simultanée, absolument toutes leurs centrales électriques. Il a ajouté « Nous n'avons pas encore frappé leurs installations pétrolières, bien qu'il s'agisse de la cible la plus facile de toutes, car cela ne leur laisserait pas la moindre chance de survie ou de reconstruction. » Des propos d'une violence rhétorique sidérante. Et une confusion stratégique totale. Le même homme qui, 2 jours plus tôt, envisageait de mettre fin à la guerre, même sans réouverture d'Ormuz, promet désormais 2 à 3 semaines de bombardements supplémentaires d'une intensité encore jamais vue. Trump a également évoqué les 13 soldats américains morts depuis le début du conflit. À 2 reprises au cours du mois écoulé, je me suis rendu à la base aérienne de Dover, a-t-il dit, en précisant avoir été aux côtés de ces héros au moment de leur retour sur le sol américain. Une séquence émotionnelle, avant de reprendre le registre de la menace. Il a ensuite affirmé que le détroit d'Ormuz s'ouvrira naturellement à la fin du conflit, avant d'appeler les pays qui ne peuvent s'approvisionner en carburant à faire preuve d'un courage certes tardif et à s'emparer du détroit d'Ormuz eux-mêmes. Un discours dans lequel Trump minimise la durée du conflit en comparant les 32 jours d'opération aux années de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, du Vietnam et de l'Irak. Et pour finir, il s'est félicité de la capture de Nicolas Maduro et du fait que les États-Unis disposent désormais des 2e plus grandes réserves pétrolières de la planète via le Venezuela. Nous sommes désormais totalement indépendants du Moyen-Orient, a-t-il assuré. Une affirmation dont la portée géopolitique est vertigineuse, mais qui contraste singulièrement avec la présence massive de forces américaines engagées dans la région. La réponse iranienne au discours a été immédiate et sans équivoque. Le commandement opérationnel de l'armée iranienne a publié un communiqué affirmant que « cette guerre se poursuivra jusqu'à votre humiliation, votre déshonneur, vos regrets définitifs et votre capitulation ».
Les gardiens de la Révolution ont également annoncé, c'est une première, avoir mené des frappes sur les infrastructures cloud d'Amazon à Bahreïn, qu'ils présentent comme le premier avertissement concret lancé à l'ennemi, prévenant que si les assassinats de dirigeants iraniens continuaient, les entreprises américaines de renseignement, d'informatique et d'intelligence artificielle deviendraient des cibles. Les centres de données d'Oracle à Dubaï auraient également été visés, selon la même source. La télévision d'État iranienne a rapporté que Téhéran avait lancé une série d'attaques ciblant des sites industriels et militaires américains dans le Golfe, ainsi que des installations israéliennes, dont les bases aériennes de Tel Nof et de Palmachim en Israël, les industries sidérurgiques américaines à Abu Dhabi, les industries d'aluminium américaines à Bahreïn et les usines d'armement Rafael du régime sioniste. Et au Koweït, ce jeudi matin, la raffinerie de Mina al-Ahmadi a été visée par une attaque de drones, provoquant des incendies sur plusieurs unités opérationnelles, sans victimes signalées selon l'agence Kuna. Les défenses aériennes koweïtiennes ont par ailleurs repoussé des attaques de missiles et de drones. Les Émirats arabes unis ont intercepté 19 missiles balistiques et 26 drones supplémentaires, portant leur total depuis le début des représailles iraniennes à 457 missiles balistiques, 19 missiles de croisière et 2038 drones. Le Qatar a annoncé avoir repoussé plusieurs drones lancés d'Iran. L'Arabie saoudite a intercepté 4 drones dans la nuit. Les deux plus grandes aciéries iraniennes, la Khuzestan Steel Company et la Mobarakeh Steel Company, situées dans la province d'Ispahan, ont annoncé être complètement à l'arrêt. Le directeur adjoint de Khuzestan a déclaré que la remise en service de ces unités prendrait entre 6 mois et 1 an. Et il y a la question, de plus en plus prégnante, d'un F-35 abattu. Les gardiens de la Révolution ont affirmé vendredi, dans un communiqué relayé par l'agence IRNA, avoir détruit un chasseur furtif américain F-35 dans le ciel du centre de l'Iran par leur système de défense aérienne, précisant que l'explosion violente du chasseur au moment de l'impact rendait peu probable que le pilote ait pu s'éjecter. Il présentait cela comme le deuxième chasseur détruit en 12 heures, après avoir affirmé avoir détruit un chasseur ennemi au-dessus de l'île de Keshm. L'armée américaine a démenti cette dernière affirmation, affirmant que tous les avions de chasse américains ont été localisés, et accusant l'Iran d'avoir partagé cette fausse allégation des dizaines de fois. Mais le contexte est troublant. Le 21 mars, un F-35 américain avait été contraint à un atterrissage d'urgence sur une base américaine au Moyen-Orient, et une enquête avait été ouverte. Par ailleurs, 6 membres d'un équipage d'un avion ravitailleur ont été tués dans le crash de leur appareil dans l'ouest de l'Irak début mars. 3 F-15 avaient été abattus par des tirs accidentels du Koweït. La guerre coûte, militairement, aux États-Unis aussi. Pendant ce temps, le front diplomatique explose dans toutes les directions à la fois. Et c'est là que la situation devient profondément révélatrice de l'état du monde en ce mois d'avril 2026. À l'ONU, un vote sur l'autorisation d'un usage de la force pour rouvrir le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran depuis l'attaque américano-israélienne du 28 février, a été reporté Sindhi. Le texte, porté par Bahreïn, se heurte au veto potentiel de la Russie et de la Chine. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a mis en garde. Toute action provocatrice des agresseurs et de leur soutien, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU concernant la situation dans le détroit d'Ormuz, ne fera que compliquer davantage la situation. Il l'a répété lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, qui a de son côté réitéré la condamnation russe de l'agression militaire contre l'Iran, et fait état de consultations continues de Moscou avec les pays de la région pour amorcer une désescalade. La Chine a, quant à elle, estimé que l'attaque américano-israélienne contre l'Iran constituait une violation claire du droit international, selon Wang Yi. Pékin a désigné les opérations américaines et israéliennes comme la cause première du blocage d'Ormuz, affirmant que seul un cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités préserveraient la sécurité du trafic maritime. Le problème ne peut fondamentalement pas être résolu par des moyens militaires, a martelé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning. En face, plus de 40 pays ont appelé à la réouverture immédiate et inconditionnelle du détroit d'Ormuz lors d'une réunion virtuelle présidée par la ministre des Affaires étrangères britannique, Yvette Cooper. L'Iran tente de prendre en otage l'économie mondiale dans le détroit d'Ormuz. Il ne doit pas l'emporter, a-t-elle déclaré. Les pays réunis ont évoqué des mesures économiques et politiques coordonnées, telles que des sanctions pour faire pression sur l'Iran si le détroit reste fermé. L'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a été encore plus direct depuis la chaîne Newsmax. Il est temps de déployer des frégates dans le détroit d'Ormuz. Les Alliés doivent décider de quel côté ils se trouvent. Et l'armée britannique a annoncé qu'elle réunirait la semaine prochaine des planificateurs militaires afin d'examiner des options viables pour rendre le détroit d'Ormuz accessible et sûr. Mais plusieurs pays européens refusent catégoriquement de s'engager militairement. Emmanuel Macron, en visite d'État en Corée du Sud, à Séoul, a déclaré qu'une opération militaire pour libérer le détroit serait irréaliste, que cela prendrait un temps infini et comporterait des tas de risques.
Il a surtout reproché à Trump de vider l'OTAN de sa substance en créant chaque jour le doute sur son engagement au sein de l'Alliance Atlantique. Ça parle trop, et ça va trop dans tous les sens. On a tous besoin de stabilité, de calme, de retour à la paix. Ce n'est pas un spectacle, a lancé le président français. Il a également affirmé que ce n'est pas une action militaire ciblée, même sur quelques semaines, qui permet de régler dans la durée la question du nucléaire iranien, plaidant pour une négociation approfondie et un accord. L'Autriche a refusé l'ensemble des demandes américaines de survol de son territoire depuis le début du conflit, invoquant sa neutralité. Il y a bien eu des demandes, et elles ont été refusées dès le début, a confirmé le colonel Michael Bauer, porte-parole du ministère de la Défense autrichien. La Suisse avait pris la même décision à la mi-mars. 18 pays européens, dont l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Pologne et l'Irlande, mais ni la France, ni le Royaume-Uni, ont exhorté Israël et le Hezbollah à mettre fin aux actions militaires et ont exhorté Israël à respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, lui, a pris la parole depuis Bordeaux pour avertir que le conflit au Moyen-Orient peut avoir un effet direct en matière de terrorisme sur le territoire national. Il a évoqué une nouvelle forme de terrorisme et la tentation ou tentative par les services iraniens, potentiellement, d'instrumentaliser des proxys, comme des réseaux de criminalité organisée qui peuvent être activés plus ou moins à distance. Des mots qui résonnent avec l'attentat déjoué à Paris quelques jours auparavant. Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ont pour leur part appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour faire cesser le conflit lors d'un entretien téléphonique. L'Argentine, elle, a déclaré persona non grata le chargé d'affaires iranien Mohsen Soltani-Tehrani, lui ordonnant de quitter le pays dans les 48 heures, après que Buenos Aires avait qualifié les gardiens de la révolution d'organisation terroriste. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a lâché la phrase qui résume tout. Nous sommes au bord d'une guerre plus étendue qui engloutirait le Moyen-Orient, avec des impacts dramatiques à travers la planète. Et sur l'OTAN, Trump, qui n'en a pas parlé dans son discours officiel, a néanmoins qualifié l'alliance de tigre de papier lors d'un déjeuner privé, et ses membres de très mauvais alliés. L'Iran, de son côté, envoie des signaux contradictoires. Il négocie des protocoles de passage avec Oman pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz en temps de paix, selon son vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi. Téhéran autorise le passage des cargaisons de pétrole philippines, mais il ferme toujours le détroit aux navires des agresseurs et de leurs alliés. Et son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, a déclaré haut et fort « Nous ne supporterons pas ce cycle vicieux de guerre, de négociations, de cessez-le-feu, puis de répétition du même schéma. » L'ambassadeur iranien auprès de l'AIEA, Reza Najafi, a par ailleurs affirmé que son pays n'avait pas repris l'enrichissement nucléaire après les frappes israéliennes et américaines de juin 2025 contre ses installations nucléaires, qualifiant d'inverse un très gros mensonge. Mais il a condamné les attaques contre la centrale nucléaire de Bushehr, frappées les 17, 24 et 28 mars, comme une violation manifeste du droit international humanitaire, avertissant qu'en cas de fuite radioactive, l'eau serait contaminée et la population devrait évacuer. L'AIEA a confirmé avoir exprimé à plusieurs reprises, depuis le début du conflit, une profonde inquiétude face aux frappes à proximité de Bushehr, Raphaël Grossi avertissant qu'une attaque contre ce site pourrait entraîner un accident radiologique majeur affectant une vaste zone en Iran et au-delà. Et pendant que les diplomates débattent et que les missiles volent, les chiffres de la catastrophe économique s'accumulent avec une froideur implacable. Le détroit d'Ormuz est fermé. Et ce n'est pas seulement le pétrole qui ne passe plus. Selon les données de la société de renseignement maritime Exmarine, les volumes totaux de vracs secs transitant par le détroit, minerais, engrais, acier, céréales, ont chuté de 83% entre février et mars, de 7,5 millions de tonnes à 1,3 million. Les expéditions d'engrais, essentielles à l'agriculture mondiale, ont diminué de 92%. Les expéditions d'acier ont chuté de 93%. Les expéditions de céréales ont plongé de 92%. L'Italie a d'ailleurs proposé la création d'un corridor humanitaire pour les engrais dans le détroit, pour éviter une nouvelle crise alimentaire, à commencer par les pays d'Afrique. Les recettes pétrolières de l'Irak ont chuté de plus de 70% en mars par rapport à février, le pays ne percevant plus que 28% de ses recettes habituelles, selon le directeur de la compagnie publique de commercialisation du pétrole irakien. Membre fondateur de l'OPEP, l'Irak a commencé à exporter son pétrole par camion-citerne via la Syrie, 299 camions dans le premier chargement, pour contourner le blocage. Son premier porte-conteneur, CMA-CGM, le CMA-CGM Kribi, sous pavillon maltais, vient tout juste de réussir à quitter le détroit d'Ormuz pour rejoindre le golfe d'Oman. Son PDG Rodolphe Saadé avait pourtant évoqué une quinzaine de bateaux bloqués à l'entrée du détroit le 11 mars. Un seul est passé. Le baril de Brent est remonté de plus de 8% après le discours de Trump, atteignant $109.
Le WTI américain grimpait de plus de 10% à 110 $. Les bourses européennes ont replongé dans le rouge. Paris cédait plus d'1%. Francfort, près d'1,6%. Milan, plus d'1%. Le S&P 500 se dirige vers son pire trimestre depuis 2022, avec une baisse de près de 5%. Les compagnies aériennes sont particulièrement touchées. Delta Airlines perdait près de 5%. American Airlines, plus de 6%. Alaska Air Group, près de 6%. Les compagnies aériennes taïwanaises augmentent de 157% leur surcharge carburant sur les vols internationaux, à compter du 7 avril. Air China et ses homologues augmentent leur surcharge sur les vols intérieurs. Et le Pakistan, un pays de 240 millions d'habitants, vient d'augmenter le prix de l'essence de 42,7% et celui du diesel de 54,9%. Un coût économique dévastateur pour des millions de travailleurs et de transporteurs parmi les plus vulnérables du monde. Le gouvernement pakistanais a également instauré une semaine de travail de 4 jours dans les services publics, prolongé les vacances scolaires et basculé certains cours en ligne pour économiser le carburant. Et il y a Total Energies. Selon le Financial Times, le géant pétrolier français serait parvenu en mars à acheter au Moyen-Orient la quasi-totalité des cargaisons de pétrole exportables, sans passer par le détroit d'Ormuz, soit 77 cargos de brut produits aux Émirats arabes unis et à Oman, représentant environ 35 millions de barils. L'opération pourrait lui avoir rapporté plus d'1 milliard de dollars en quelques semaines, selon le Financial Times et les estimations d'analystes interrogés par l'AFP. Total Energies ne dément ni ne confirme, invoquant la nécessité de sécuriser ses approvisionnements. 1 milliard de dollars de profit potentiel, pendant que le Pakistan et les Philippines s'endettent pour acheter du pétrole russe ou négocient des laissez-passer avec Téhéran. Au Liban, la crise humanitaire est désormais qualifiée de bien plus sévère que lors du précédent conflit de 2024, selon Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Plus d'1 million de déplacés à l'intérieur du pays, selon les chiffres officiels. Plus de 200 000 personnes ont franchi la frontière entre le Liban et la Syrie en un mois. 25 000 Libanais eux-mêmes ont fui vers la Syrie. 136 000 personnes sont dans des centres d'accueil. Les Nations Unies ont lancé un appel à une aide humanitaire d'urgence de plus de 300 millions de dollars, dont 19 millions pour l'OIM seul. Très peu de ces fonds ont été reçus à ce jour, a regretté Mme Pope. Elle a également qualifié de choquantes les frappes israéliennes au cœur de Beyrouth, où des déplacés s'étaient réfugiés. Une frappe dans le quartier de Jina a endommagé les locaux de l'OIM, rendant pratiquement inutilisable la clinique destinée aux migrants. Israël a dit avoir tué un haut dirigeant du Hezbollah dans cette frappe, qui a fait 7 morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré depuis Beyrouth que son pays se trouvait dans une situation très critique. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a quant à lui averti d'un risque bien réel de voir un nouveau territoire occupé dans le sud du Liban et exprimé sa vive préoccupation quant à la cohésion nationale du pays. Alors, où en sommes-nous ? Gilles Kepel, professeur émérite et spécialiste du Moyen-Orient, a résumé la situation avec une formule saisissante. Les États-Unis et l'Iran se livrent à une sorte de poker menteur. Le régime iranien, a-t-il expliqué, s'est bunkerisé et essaie de tenir le plus longtemps possible pour infliger le plus de dommages à l'économie mondiale et faire plier Donald Trump. Et Trump, de son côté, s'efforce de taper le plus possible sur l'Iran en espérant que l'Iran va craquer. 2 acteurs qui misent tout sur l'endurance de l'adversaire. 2 acteurs qui perdent le prix fort chaque jour que dure ce bras de fer. Et ce sont des millions de civils, iraniens, libanais, koweïtiens, yéménites, pakistanais, français, qui en supportent les conséquences. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, a été direct depuis Sciences Po Paris. Nous sommes aujourd'hui, 2 avril, plus proche du scénario intermédiaire défavorable que du scénario de base retenu par la BCE le 19 mars. La plus grande vigilance est de mise, a-t-il ajouté, pointant la forte montée des anticipations d'inflation sur les marchés. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé de nouvelles aides ciblées pour compenser la flambée du prix des carburants, attendue en début de semaine prochaine. Et dans les entrepôts, les usines, les camions et les assiettes, la hausse se fait déjà sentir. Les transporteurs routiers français vont pouvoir répercuter une partie de la hausse sur leurs clients. La grande distribution pourra à son tour la répercuter sur les consommateurs. Voilà donc où nous en sommes, au 33e jour de cette guerre. Trump a promis encore 2 à 3 semaines de bombardement d'une violence extrême. L'Iran a promis des représailles écrasantes, plus vastes et plus destructrices. 40 pays réclament la réouverture d'Ormuz sans savoir comment y parvenir. La Russie et la Chine bloquent l'ONU. L'OTAN se fracture. Les civils meurent. Et le secrétaire général de l'ONU dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas. Nous sommes au bord d'une guerre plus étendue qui engloutirait le Moyen-Orient. Le grand test des prochains jours sera celui-ci. Est-ce que l'Iran peut tenir encore 2 à 3 semaines sous cette intensité de bombardement ?
Et si oui, est-ce que Trump est vraiment prêt à frapper les centrales électriques, les installations pétrolières, à plonger un pays de 90 millions d'habitants dans le chaos total? Et sinon, qui va céder en premier dans ce poker menteur historique? Voilà la question que je vous pose ce soir. Vous qui regardez cette vidéo, qui connaissez la région, qui suivez ce conflit depuis le premier jour, selon vous, qui va craquer le premier? Trump ou le régime iranien? Et surtout, est-ce que cette guerre peut encore se terminer sans déclencher un embrasement régional général? Dites-le moi dans les commentaires. Ce débat est crucial et chaque analyse compte. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce chaos, si elle vous a apporté une grille de lecture que vous ne trouvez pas ailleurs, alors prenez 5 secondes, juste 5 secondes, pour laisser un pouce bleu. C'est le geste le plus simple et c'est celui qui permet à ce travail de continuer à exister. Abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rater aucune analyse. On se retrouve très vite.